Bienvenue Idriss, en tout cas, merci d'avoir accepté de venir à notre université. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Ok, allez, allez. Alors attaquons. Là aussi, j'ai un micro-siècle. Vous savez que pour John von Neumann, le micro-siècle, c'est la taille de conférence idéale. Ça fait à peu près 52 minutes. Un micro-siècle, un millionième de siècle. En un millionième de siècle, je vais essayer de vous donner une culture générale pour lutter contre le terrorisme intellectuel, ce qui sera le sujet donc des tables rondes qui suivent, puisque de nos jours, en fait, l'esclavage est devenu intellectuel. C'est pour ça que j'ai ouvert avec la statue de Spartacus en Bulgarie. Spartacus, qui est bien sûr un modèle en Bulgarie puisqu'il était thrace. Donc c'est un personnage absolument illustre pour la culture bulgare. Et on va voir qu'il est très intéressant de l'étudier pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Culture générale donc, Charles de Gaulle disait dans Vers l'armée de métier en 1934, il écrivait « La véritable école du commandement et la culture générale ». La meilleure façon de se libérer du terrorisme intellectuel, de l'esclavage intellectuel fondamentalement, c'est aussi la culture générale. D'où le titre provocateur de cette présentation, « Soyez fiers d'être complotistes ». Et en ce micro-siècle, on va justement désinstaller un siècle de terrorisme intellectuel puisque le mot complotiste va vraiment être développé, comme vous le savez, au XXe siècle. Et puis pas n'importe comment. En réalité, au départ, le mot complotiste était positif, figurez-vous. Donc on le trouve notamment dans un excellent ouvrage de référence publié en 1910 chez Macmillan par l'historien américain James Ford Rhodes sur l'histoire américaine. Et son traité d'histoire américaine analyse la théorie du complot, conspiracy theory, dans les origines de la guerre de sécession. Et cette théorie du complot est exacte. L'historien dit oui, il y a bien eu un complot des esclavagistes sudistes pour essayer d'influencer le gouvernement. À l'époque, ça s'appelait la théorie du complot. Sous-entendu, la théorie du complot sudiste. Donc, conspiracy theory apparaît à cette époque-là. Et ça désigne quelque chose d'authentique et d'historique, c'est-à-dire la théorie du complot des esclavagistes, des grands maîtres de plantation qui veulent influencer Washington pour propager l'esclavage au-delà des lignes des compromis et au-delà du Mississippi. Donc à l'époque, conspiracy theory est un terme d'historien rigoureux et surtout la théorie du complot, elle est authentique, elle s'est passée. Bon. Et puis va arriver l'assassinat de Kennedy. Alors c'est bien plus tard, là je vous parle d'un bouquin de 1910, l'assassinat de Kennedy c'est 63, on a la commission Warren, et vous avez cette note de la CIA, la note 1035-96 précisément, qui dit, bon, on a un problème, les gens doutent des conclusions de la commission Warren. Bon, alors aujourd'hui, on est en 2025, Donald Trump a déclassifié d'énormes quantités de documents qui montrent sans ambiguïté que la commission Warren a menti. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. N'importe quel historien sérieux sait que la commission Warren a menti. Donc, par extension, les gens qui critiquaient la commission Warren avaient raison de la critiquer. Peut-être que toutes leurs critiques n'étaient pas fondées. C'est pas le problème. C'est le public. Mais en tout cas, ils avaient raison de douter des résultats de cette commission qui n'étaient pas corrects. Eh bien, c'est à cette époque que la CIA va procéder à un retournement sémantique du mot conspiracy theory. À partir de ce moment-là, conspiracy theory va devenir quelque chose qui est dénigrant, qui est vraiment fait pour, exactement comme le terme bourgeois en Union soviétique ou ennemi du peuple quand Staline veut fusiller quelqu'un. Vous savez, on vous met un point rouge pour une frappe chirurgicale. Bah, le point rouge de Staline, sans mauvais jeu de mots par rapport à la couleur, c'était bourgeois, ennemi du peuple. Vous aviez le point rouge sur la tronche, c'était terminé. On va y revenir. Eh bien, eux vont utiliser les mêmes méthodes, à savoir conspiracy theory, pour évidemment museler toute opposition ou toute critique journalistique légitime à la commission Warren. Alors, dans l'histoire, c'est arrivé souvent que des termes changent complètement de connotation, positive ou négative. Par exemple, Spartacus, quand il fait sa révolte des esclaves, et j'insiste, il n'y a pas de sujet politique plus important que l'esclavage. L'esclavage est le sujet politique de toute l'histoire humaine, simplement il prend des formes différentes. L'esclavage par la dette, la perte de la souveraineté. Voilà, mais
L'esclavage, la liberté donc, hein, c'est le sujet politique. Voilà, on peut rendre une nation esclave, on peut rendre des individus esclaves. Aujourd'hui, le problème est l'esclavage intellectuel, bien sûr, qui est le précurseur de la perte de souveraineté, notamment des pays membres de l'Union européenne aujourd'hui. Quand Spartacus mène sa révolution, pour le dénigrer, des gens comme Cicéron vont parler de servus rebellis, mais c'est vulgaire, donc des esclaves évidemment, des esclaves rebelles. Eh bien, ce qu'on allait appeler beaucoup plus tard les spartakistes, aucun lien bien sûr avec les événements du XXe siècle, mais ceux qui vont suivre Spartacus vont faire leur ce terme, c'est une insulte, mais ils vont s'en revendiquer. On dirait nous sommes fiers d'être servus rebellis. Alors, dans l'histoire romaine, vous avez beaucoup de termes comme ça qui ont changé de sens. Rusticus, c'était complètement vulgaire, ça. Rusticus, c'est ce qu'en Italie on appelle aujourd'hui cafone, terroni, cutéreux en français. Eh ben, rusticus, c'est devenu positif avec les géorgiques de Virgile. Alors Virgile, c'est une commande d'Auguste parce que Auguste se rend compte qu'on commence à trop parler grec dans le futur empire romain. Auguste, premier empereur romain, pardon. Et donc Auguste commande à Virgile des poèmes, notamment donc l'Énéide, pour populariser la langue latine, en faire une grande langue. Et il avait fait ça notamment parce que Virgile était capable de rendre la langue latine noble. Et ben ce terme rusticus, il est rendu noble par Virgile dans ses géorgiques. Donc c'était une insulte, c'est devenu quelque chose de positif. Alors là, on a plein de cas comme ça. Prenez par exemple art gothique. Bon, art gothique du temps de Napoléon, c'est une insulte. Quand Napoléon se fait sacrer en la cathédrale Notre-Dame de Paris, il l'a fait coffrer, comme vous le voyez ici, avec une entrée pour cacher la façade gothique. Gothique, c'est une insulte. D'ailleurs, il n'est pas du tout gothique, cet art, il est français. Il a été inventé en l'abbaye de Saint-Denis, en imitant les allées plantées d'arbres, la majesté des grandes allées plantées dans les forêts. Et c'est un art français, complètement français. Mais il va être appelé gothique par Vasari. Dans sa fameuse vie des plus excellents peintres, la première biographie qui va aussi créer le terme Renaissance. Et là, Vasari, pour couper avec le Moyen-Âge, va parler d'art gothique, sous-entendu barbare, les Goths, Visigoths, Ostrogoths. Et c'est à partir de ce moment-là que le mot gothique apparaît, et il est négatif. Il sera revendiqué par la suite par les romantiques, qui eux vont le remettre à sa place de mot positif. Mais attendez, le mot romantique aussi, c'était une insulte en fait. Avec la fameuse caricature, le laid c'est le beau, ça va inspirer plus tard Baudelaire, qui est un post-romantique. Mais le romantisme était caricaturé, et au XVIIIe siècle, pas le XIXe, le mot romantique pour la littérature était considéré comme vulgaire. Si on vous disait, alors vous êtes un romantique au XVIIIe, c'était une insulte. Impressionnisme, c'était une insulte. C'est le salon des refusés, l'impressionnisme, l'expressionniste, ce sont les critiques de l'époque de Napoléon III qui appellent ça c'est de l'impressionnisme, c'est moche, quoi. Bon. Et baroque, ça vient de barocco, mais dont l'étymologie la plus probable est verruca, la verrue. Parce que barocco, ça veut dire une perle irrégulière en portugais, une perle qui a un peu l'apparence d'une verrue. Et ce mot va devenir bien sûr positif, notamment avec la contre-réforme. Barocco viendrait très vraisemblablement de verrue. Cravate, ça vient des Croates, bien sûr, qui mettaient ça autour de leur cou pour se protéger du froid et aussi pour éviter les lésions. Porter une cravate, c'était très vulgaire. Avant Louis XIV, c'est lui qui va la populariser, Louis XIII, Louis XIV. Porter la cravate, c'était quelque chose de vulgaire, de rusticus, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour entrer dans tout un tas de clubs et de restaurants. Évidemment, sous Mao, la cravate était un symbole capitaliste, donc on l'avait interdite. Mais quand on a découvert que l'armée de terre cuite avait déjà des prototypes de cravates, eh bien, le Parti communiste chinois s'est dit finalement, la cravate, peut-être que c'est pas du tout un poison occidental. Et on s'est retrouvé à l'avoir portée après Deng Xiaoping. Ici, alors la légendaire représentation de Louis XIV, avec l'épée joyeuse à la taille, l'épée dite de Charlemagne, vous avez deux choses qu'il a popularisées et qui auraient été considérées comme improbables. Les talons, ça c'était des cavaliers persans qui les portaient en fait à l'origine, qui les ont introduits en Europe. Et puis la perruque, bien sûr, popularisée par Louis XIII au départ, pour ses problèmes de chute de cheveux, à cause de ces traitements, notamment contre la syphilis avec du mercure. C'est à cause de ça qu'encore aujourd'hui, les juges anglais portent la perruque. Donc, vous avez vu dernièrement
Des juges, notamment à la Cour internationale de justice, portaient la perruque, avec le grand avocat Thembeka Ngeku Kaitobi, qui lui a refusé de la porter parce qu'il est sud-africain. Enfin, tout ça, c'est comme garder les mains dans les poches face à la reine d'Angleterre quand on est irlandais, c'est tout ce folklore. Eh bien, la perruque, donc, était au départ un cache-misère et est devenue le symbole des juges britanniques. Donc, dans l'histoire, vous avez plein d'inversions comme ça, d'inversions de sens, de qualité, de laudatif ou péjoratif. Alors, le mot queers. Bon, là, on est dans Kubrick, hein, le sergent Hartman. Vous savez que le sergent Hartman, au départ, était simplement là pour former les acteurs. Et au final, il a tellement bien joué que Kubrick a décidé de le garder. Et donc, le sergent Hartman improvisait ses propres tirades pour édifier les marines. Et il vous sort bien sûr le fameux Only stares and queers comes from Texas private cowboy and you don't much look like a steer to me, so that kind of narrows it down. Il n'y a que des PD et des taureaux au Texas et t'as pas l'air d'avoir des cornes, donc ça limite le choix. Eh ben, le mot queers était une énorme insulte. Queers, c'était une insulte, mais vraiment la grosse insulte. D'ailleurs, quand le sergent Hartman l'utilise, c'est une insulte. Et puis ensuite, bien sûr, la communauté queer va s'en emparer pour en faire quelque chose de positif. Mais le mot cowboy, je l'ai mis parce qu'il y a le mot cowboy aussi. Cowboy, c'était une insulte. Au 19e siècle, si quelqu'un vous appelait cowboys, vous pouviez le taper pour ça. Les cowboys, c'était des gens pauvres, souvent fréquentant des lieux malfamés, les banques leur prêtaient pas d'argent. C'était aussi souvent des Noirs ou des Mexicains. Se faire appeler cowboy dans beaucoup d'États était motif de dispute, voire même considéré comme une injure publique. C'est le XXe siècle qui va romancer le cow-boy, qui va en faire quelque chose de brillant avec John Ford, etc. et même les premiers westerns muets. Mais au 19e siècle, se faire appeler cow-boy, ça commence fin 19e avec Buffalo Bill, etc. Mais au début, c'était une insulte. Mais knight aussi, hein. Chevalier et Guillaume le Conquérant. Là, vous voyez Guillaume le Conquérant avec sa lourde masse. Et bien sûr, la tapisserie de Bayeux, dont on a vu que la Macronie voulait la déplacer. On sait que c'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, tout dernièrement, un article qui expliquait pourquoi c'était une mauvaise idée a été retiré des sites publics. Mais pareil, si vous remarquez ça, vous êtes complotiste, voire reste de la conférence. Alors, Guillaume le Conquérant va amener beaucoup de mots français, il va amener aussi le droit français, et d'ailleurs le fait que la devise des rois d'Angleterre, c'est encore Dieu et mon droit, bien sûr. L'anglais, c'est 30% de français à peu près. Hein. Mais en français, on dit chevalier, en anglais, on dit knight. Alors, la prononciation knight, c'est tardif, ça se prononçait, avant on prononçait toutes les lettres, ça se prononçait knit. Knit, ça voulait dire un servant. Donc se faire appeler knit, ce qui allait donner chevalier, c'était péjoratif. C'était péjoratif. Avant Guillaume le Conquérant. Donc on parle vraiment d'un Moyen-Âge avancé. Hein. Je ne vous parle pas de la légende arthurienne, etc. La légende arthurienne, être chevalier, c'était bien. Non, non. Du temps du roi Arthur, se faire appeler knit, c'était une insulte. Quasiment. C'était vulgaire. C'est pas tout à fait une insulte, mais c'était dénigrant. Voilà. Donc se faire appeler knit du temps du roi Arthur, c'était dénigrant. 500 ans plus tard, knight, chevalier. C'est positif. Donc là, vous commencez à voir émerger quelque chose. Aimé Césaire, qui va faire du mot nègre un mot élevé en le relevant de négritude. Pareil pour l'émancipation. Big Bang, c'était une insulte. Big Bang, c'est une insulte de Fred Hoyle en 1949 pour critiquer l'abbé Lemaître, le gigantesque abbé Lemaître, qui avait inventé la théorie de l'atome primitif. Donc l'abbé Lemaître se dit Dieu a dû créer l'univers à partir d'un point, il manipule ses équations pour que ça fonctionne, et ça implique bien sûr que l'univers soit né dans une immense explosion, et cette explosion, Fred Hoyle, pour se moquer de lui, va l'appeler Big Bang. Et le mot va rester, parce que atome primitif, vraisemblablement pour les Américains, c'était trop compliqué. Big Bang, pour la presse, c'était beaucoup plus clair. Donc c'était une insulte, et ça devient quelque chose de positif. Vous avez donc... Enfin, peu de gens savent que cette théorie vient d'un abbé au départ. Ici, vous voyez bien sûr deux grands croyants en Dieu, Einstein et donc l'abbé Lemaître. Et oui, c'était pas qu'à cette époque que vous aviez des abbés qui mettaient des zététiciens athées en PLS. Mais je m'écarte. Elle est pour moi, celle-là. Ah, c'est petit début d'applaudissements. Punk était une insulte, bien sûr. Punk, et là, ça va très vite. Hein. Quand l'inspecteur Harry l'utilise, Do you feel lucky, punk? Punk, c'est une énorme insulte. Hein. Et ensuite, 6 ans plus tard, les Sex Pistols vont en faire un mot laudatif pour leur génération, le symbole de leur génération. Et ça va encore plus loin dans l'étymologie, puisque Daft Punk, c'était aussi une insulte.
Daft Punk, c'est une insulte des critiques qui, quand ils écoutent la production de ces DJ, disent c'est du Daft Punk. Daft qui veut dire idiot, stupide. Et donc, voilà, ils appellent ça du Daft Punk. Et eux vont se dire, mais c'est génial, très bonne idée d'appeler ça, d'appeler notre groupe comme ça. Et ils vont décider de s'appeler Daft Punk. Aujourd'hui, ils ont plusieurs milliards d'écoutes à l'international. Donc, vous commencez à voir se dégager quelque chose. Parfois, des mots qui sont utilisés pour accabler, pour ridiculiser, pour dénigrer, ont tendance à devenir des mots positifs. On est en train de le voir avec la génération Alpha et la génération Z, qui, eux, sur les réseaux, se revendiquent sans aucun problème. Moi, je m'en fous que vous m'appeliez complotiste, je ne le suis pas par principe. Je suis juste quelqu'un qui réfléchit, qui pose des questions. Mais bon, si jamais vous essayez de me dénigrer avec ce terme, ça ne fonctionnera pas. Étudions la psychologie maintenant de cela. Harriet Tubman. Donc l'héroïne vraiment pendant l'époque de l'émancipation et de l'esclavage américain, qui a fondé le Underground Railway Network, donc un réseau pour faire passer des esclaves au nord. Harriet Tubman avait toujours un pistolet sur elle parce qu'elle s'était rendue compte que psychologiquement, beaucoup d'esclaves, au moment de passer, de s'engager dans l'Underground Network, voulaient revenir en arrière. Parce que l'esclavage, finalement, il y a un effet, c'est comme le paradoxe du prisonnier, hein, le prisonnier qui se dit au fond, quand je suis dans ma cellule, tout est simple, tout est calme, je suis dans un environnement contrôlé. Eh bien, elle s'était rendue compte que psychologiquement, beaucoup d'esclaves hésitaient à rester esclaves, et donc elle avait toujours un flingue avec elle, et elle les braquait. Quand ils hésitaient, elle voyait dans leur regard, elle explique ça dans ses mémoires, elle les braquait, elle leur disait maintenant tu es soit libre, soit mort. Ça, c'est la psychologie de l'esclavage en général, et on va voir qu'elle est pertinente pour l'esclavage intellectuel également. Puisqu'en réalité, ce que l'excellent philosophe français Alexis Haupt a appelé le complot-sophisme ou la complot-foutaise, à savoir donc appeler des gens complotistes quand ils posent de simples questions pertinentes sur l'actualité, et on va voir ô combien ils ont raison, eh bien, ça, c'est une forme d'esclavage intellectuel. C'est une forme d'asservissement avec tous les phénomènes de la psychologie de l'asservissement. Donc, vous avez le cas de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, le paradigme de Martin Seligman. En fait, il envoie des décharges électriques dans une cage et il en envoie, vous voyez, d'un côté. Le chien saute évidemment de l'autre côté de la cage pour éviter la décharge. Ensuite, il envoie une décharge de l'autre côté, le chien saute. Mais Martin Seligman se rend compte que s'il envoie de la décharge sur toute la cage, eh bien, le chien va se prostrer. Et là, même si vous arrêtez la décharge et que vous ouvrez la cage, le chien ne sort pas. Le chien refuse de sortir. Donc vous avez ouvert sa cage. C'est un environnement de torture. Vous l'avez torturé avec des décharges électriques. Vous ouvrez sa cage, il ne sort pas. Impuissance apprise, learned helplessness. Et ce phénomène a été étudié par la CIA. D'ailleurs, Martin Seligman a été dans une grande controverse parce qu'il avait été financé notamment avec des fonds liés à la CIA. Beaucoup d'agences de renseignement dans le monde ont étudié la learned helplessness, la capacité à maintenir une prison mentale chez les gens. Les preneurs d'otages, par exemple, les FARC dans la jungle, vous savez, quand vous prenez des otages dans la jungle, vous devez vous déplacer tout le temps. Donc vous ne pouvez pas construire de prison en dur. Eh bien, les FARC ont une technique, leurs otages, ils leur font répéter toute la journée « solo, solo, soy solo, solo ». Vous devez répéter ça en permanence pour que la prison soit dans votre tête. Que vous disiez « je suis seul, je suis seul, je suis seul ». C'est une des techniques psychologiques qu'ils utilisent pour maintenir une prison dans la tête des gens. Donc ça s'appelle l'impuissance apprise ou learned helplessness. Alors en psychologie, on a beaucoup d'exemples de ça. Vous avez l'expérience de conformité de H, 1951, vous tracez 3 lignes sur une feuille de papier, vous demandez aux gens d'identifier laquelle de ces 3 lignes est de la même taille qu'une autre ligne, et vous vous rendez compte que si vous payez des acteurs pour dire non, c'est pas celle du milieu, c'est celle de gauche, alors que c'est faux, et que c'est flagrant, et que n'importe qui peut voir que ce n'est pas la bonne ligne, eh bien vous avez à peu près 3 personnes sur 4 qui vont changer d'avis, pour se conformer au groupe. Donc quand on a le choix entre la conformité au groupe ou la vérité, la plupart des gens vont choisir la conformité au groupe. Sheriff en 1935 c'est l'estimation d'un point lumineux dans le noir, et il constate aussi l'émergence d'une norme de groupe, c'est-à-dire que la norme de groupe est plus importante que la perception. Si vous avez un certain nombre de personnes autour de vous qui vous disent c'est comme ça, eh bien vous pouvez trahir vos propres sens. Dès 1935, on sait ça. Bond et Smith en 1996, sur la culture et la conformité, donc ils font une méta-analyse de 133 études dans 17 pays, sur la conformité à partir du test de H ou comparé, et ils voient un taux de 30 à 40% plus élevé
en particulier dans les cultures collectivistes. Pourquoi ? Parce que dans les cultures collectivistes, si vous vous conformez pas au groupe, vous êtes mort. Donc là, rapidement, ça a tendance à faire en sorte que la vie des autres vous importe massivement. L'expérience de Milgram, 65% des 40 participants administrent des chocs létaux. On leur dit que c'est du 450 volts. Bien sûr, c'est faux, mais ils ne voient pas, c'est un acteur qui se convulse comme ça. Et les participants, si une figure d'autorité en blouse blanche le leur dit, 65% va infliger un choc dont il leur a été dit qu'il peut tuer la personne. Donc ça veut dire que la conformité dépasse non seulement nos sens, mais notre éthique, mais notre morale. Pas pour tout le monde, mais pour 65% des gens. Enfin, Cialdini-Goldstein en 2004, revue de 50 études sur des mécanismes, des normes descriptives, etc. Là aussi, il confirme ces normes sociales. Crandall, 88, la contagion sociale de la boulimie. Enfin, pas la boulimie dans le sens maladie, binge eating, trop manger. Et là, il se rend compte que, évidemment, quand vous êtes entouré de gens qui mangent trop, vous avez tendance à trop manger aussi. Bon, il y a plein de phénomènes de cette nature. Mais la learned helplessness, elle est contagieuse aussi. Elle est contagieuse et l'esclavage intellectuel, le terrorisme intellectuel est contagieux. Mais pourquoi finalement les complotistes avaient raison ? Enfin, on va faire un petit inventaire tout de même. Je vous rappelle que l'explosion du gazoduc Nord Stream, il a été dit que c'était les Russes qui l'avaient faite. Bon, ok, très bien. C'était pas logique. Bon, c'était pas logique. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Et on le sait de façon complètement avérée, de façon admise. Ce ne sont pas les Russes qui ont fait péter leur propre gazoduc qui leur a coûté 4 milliards et qui leur suffisait d'éteindre. Bon. Ok, vous savez, c'est comme dans les films au Moyen-Âge, il y a quelqu'un qui est attaché avec une corde. Alors dans les films, c'est plus dramatique. Vous voyez quelqu'un qui prend un couteau qui coupe la corde. Non, vous êtes faux. Au Moyen-Âge, une corde, ça coûte le prix d'un cheval. Vous n'allez pas la couper. Hein. Tisser une corde, c'est plusieurs semaines de travail. Hein. Donc c'est un parfait morceau de corde. On va certainement pas le couper, on va le défaire. On va pas le couper avec un couteau. Ça, c'est complètement anachronique de couper de la corde au couteau dans un film où quelqu'un est prisonnier au Moyen-Âge. Bon, la corde, ça coûte le prix d'un cheval. Au Moyen-Âge, le gazoduc Nord Stream, il coûte aussi une blinde. Je vois mal, on voit mal. En fait, n'importe qui voit mal les Russes le faire péter juste pour marquer le coup. Par contre, Biden avait dit qu'il pourrait faire sauter le Nord Stream. Alors là, vous avez un article de Mariam Talakadze qui dit c'est de la désinformation. J'ai lu l'article, et l'article cite ça. Voilà, mais c'était ce discours au Biden. Bon, quelqu'un, donc voilà, la première question. Bon, si la Russie envahit l'Ukraine, voilà, bon, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Biden a dit ça. On terminera Nord Stream 2. Un journaliste lui demande mais comment vous le ferez ? Et Biden répond je vous promets, on sera capable de le détruire. Et bien l'article cite ça. Vous dit que c'est vrai, que Biden a bien dit ça, mais que ça prouve rien. Voilà. Bon, mais évidemment, le connard moyen qui lit un article comme ça, il voit le titre. Bon, il voit le titre, il voit marqué désinformation, il va pas plus loin. Alors, par connard moyen, j'entends les gens qui sont plus sensibles à la conformité de H, j'entends les gens qui sont plus sensibles à la conformité de Milgram, j'entends les gens qui sont plus sensibles à toutes les expériences de psychologie dont je vous ai parlé rapidement. Donc voilà, on vous met un titre désinformation, alors qu'en fait, quand vous lisez l'article, ça dit exactement ça. Ça dit, ah oui, c'est factuel, Biden a bien dit qu'il ferait sauter le Nord Stream et qu'il pourrait. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui, ça prouve absolument. Bien sûr. C'est vrai, il y a tout un tas de gens qui ont été condamnés pour beaucoup moins que ça, pour des faits de droit commun, mais là, non. Bon. Et puis, alors, légendaire, celle-là, j'en ai déjà parlé dans ma présentation sur le journalisme au XXIe siècle au Québec. Vous avez un fact-check de Reuters. Donc, alors, soyons clairs, Joe Biden était pote avec un membre du Ku Klux Klan. Ça, c'est factuel. Qui s'appelle Monsieur Byrd, avec un Y. Et ce Monsieur Byrd était un membre du Ku Klux Klan. Alors ça pose 2-3 problèmes pour un démocrate. Vous me direz, pendant la guerre de sécession, les esclavagistes, c'était justement les démocrates. Mais entre-temps, avec Johnson, le Parti démocrate a plutôt fédéré une partie significative du vote noir. De façon assez cynique, d'ailleurs, les mémoires de Johnson le démontrent bien. Mais donc avoir Joe Biden, homme de gauche, soi-disant pote personnel d'un membre du Ku Klux Klan, ça la fout mal. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous avez Reuters qui va vous faire un fact-checking, qui va dire non, Monsieur Byrd n'était pas grand sorcier du Ku Klux Klan. Très bien, je regarde le fact-checking, je lis l'article. J'essaie d'aller au-delà de la débilité moyenne de simplement lire le titre et de se dire « Ah bah non, tu vois bien, parce qu'à la machine à café, c'est comme ça que ça se passe. » Vous arrivez, vous dites « Mais tu savais que Biden, il était pote avec un membre du Ku Klux Klan ?» Vous avez un mec à la machine à café qui vous sort l'article, qui vous dit « Non, des infos. » Mais t'as lu l'article ? Non, mais le titre, il dit non. Bon. Quand vous lisez l'article, ça vous dit... Monsieur Byrd n'était pas grand sorcier du Ku Klux Klan. Dans la hiérarchie du Ku Klux Klan, que tout le monde connaît, il n'était que cyclope exalté. Non mais littéralement, c'est ce que dit l'article. Hein.
Donc, bah voilà, donc c'est faux, hein, bien sûr, parce que évidemment, être un cyclope exalté du Ku Klux Klan, ça change tout par rapport à être grand sorcier du Ku Klux Klan. Donc l'article continue comme ça, et vous fait un titre, mais qui est une insulte aux journalistes. C'est une insulte à la charte de Munich, ce titre. De vous dire non, il n'était pas grand sorcier. L'information principale, c'est oui, Biden a fait l'éloge funèbre d'un membre du Ku Klux Klan, il était ami personnel avec lui, et il a fait des remarques extrêmement borderline avec lui devant témoins. Ça, c'est le fait journalistique. Et vous le tournez comme ça, en vous disant oui, mais il n'était pas Grand Wizard, donc ça va. Ça, c'est du terrorisme intellectuel. Tout simplement. Et bien là, dans cette conférence, je suis là pour vous donner des exemples pour que vous puissiez désinstaller ce terrorisme intellectuel quand on essaiera de vous l'opposer. Autre cas, oui, tout dernièrement, c'était complotiste. Google a reconnu avoir pratiqué une censure sur YouTube. Voilà. Google a complètement admis une censure politique. Hein. Ça y est, Google, qui possède YouTube, a complètement admis avoir pratiqué une censure à la demande de l'administration Biden. Voilà. Bon, bah, quand vous disiez ça en 2019 jusqu'à à peu près 2024, vous étiez considéré comme complotiste. Plein d'articles de déconspi ont déclaré que c'était complotiste de dire ça. Bah, c'était vrai en tout cas. Donc, je ne sais pas si c'était complotiste, mais c'était vrai. Peut-être que la vérité a une sale tendance à être complotiste. En attendant, cette censure était authentique. Là, vous avez un phénomène qu'on appelle le gaslighting en psychologie. Le gaslighting, c'est-à-dire essayer d'altérer votre perception. On altère votre perception pour que vous doutiez de vos propres sens. C'est ce qui se passe dans l'expérience de conformité de H, c'est du gaslighting. Vous avez 8 acteurs qui vous disent c'est pas cette ligne-là, c'est l'autre. Ça altère votre perception parce que votre cerveau est en dissonance cognitive. Eh bien, un autre exemple, c'était la fameuse cérémonie d'ouverture des JO. Il vous a été dit plein de fois, non, mais c'était pas du tout la scène que ça représentait, c'était le festin des dieux. Oui, tout à fait, une obscure œuvre, pas du tout avec le même angle, etc. C'était un mensonge, c'était du gaslighting. Vous avez Barbara Butch, qui est l'actrice principale de cette scène, c'est elle que vous voyez au milieu, qui a posté sur ses réseaux « Oh oui, un gay Nouveau Testament ». Bon, c'est clair, elle l'a posté, elle l'avoue, tout le monde savait que c'était ça. Mais comme ça a fait un tollé, vous avez eu des dizaines, pour pas dire des centaines d'articles pour vous dire « Mais non, pas du tout, c'était le festin des dieux ». C'est du gaslighting. C'est un phénomène de gaslighting. Là, on a la preuve, vous êtes dans un procès, voilà, evidence number one. Ici, oh yes, the New Gay Testament, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, l'intention était là. Et c'est ce phénomène de gaslighting qu'il faut impérativement déconstruire, justement. J'aime beaucoup ce post sur X. Donc, vous avez cette personne, Sean McCarthy, qui vous dit « J'adore que les médias mainstream vous disent « Oui, la CIA a fait des choses mauvaises dans les années 50, 60, 70, 80, 90 et 2000, mais personne n'a été arrêté ni poursuivi et il n'y a pas eu de réforme. Donc maintenant, ils ne font plus de choses mauvaises et quiconque pense le contraire est un théoricien du complot. » Alors, oui, on peut faire ce CV, hein, 50, 60, 70, 80. 50, Pont Saint-Esprit, ça y est, c'est complètement confirmé. Aspersion par la CIA avec du LSD sur un village français. C'était considéré comme complotiste de dire ça. C'est aujourd'hui factuel, reconnu par les historiens, sur un pays allié. C'est pas la première fois que la CIA utilise du LSD sur des civils. Vous avez l'opération Midnight Climax, qui a été déclassifiée aussi, qui est au Congrès, dans laquelle la CIA a entraîné des agents à la prestidigitation pour faire glisser du LSD dans la coupe de champagne de clients de bordel à San Francisco. Opération Midnight Climax. Pour vérifier si on pouvait compromettre quelqu'un qui avait consommé du LSD malgré lui. Ça fait partie ensuite du fameux projet MK Ultra, qui est déclassifié aussi. MK pour Mind Control avec un K, très bon jeu de mots en référence à l'opération Paperclip par laquelle la CIA a recruté d'anciens nazis. C'est déclassifié aussi. On le dit pas trop dans nos manuels scolaires, je sais pas pourquoi. Mais là, je vous parle que de choses qui sont au Congrès, qui sont complètement admises. Pendant la guerre du Vietnam, l'opération Popeye. Vous avez entendu parler de l'opération Popeye ? Manipulation climatique à grande échelle pour faire pleuvoir sur la piste Ho Chi Minh en balançant du plomb, de l'iodure d'argent et d'autres produits chimiques à très grande échelle. Je vais vous en reparler parce que c'est quelque chose d'absolument innommable qui a eu un effet tératogène et toxique sur les petits Vietnamiens. C'est un crime de guerre accessoirement, hein, parce que l'aspersion indiscriminée de produits chimiques sur une zone fréquentée par des civils, là il y a beaucoup de textes de loi qui vous expliquent que c'est pas bien de faire ça. Années 70, l'opération Mockingbird, hein, vous avez le patron de la CIA qui appelle des journalistes, c'est Mighty Wurlitzer. Mighty Wurlitzer, Wurlitzer c'est une marque de jukebox, donc il appelle des journalistes, des jukebox, années 70. Le mec décrit des journalistes américains comme son propre jukebox, c'est le patron de la CIA. Aucun problème. Aucun problème. D'ailleurs, dans le rapport que je vous ai cité au début, là, après la commission Warren, ça vous dit, nous recommandons d'employer des propaganda assets. Comment ça ?
Comment ça? En 63, la CIA, elle a des propaganda assets sur le sol américain, mais elle n'est pas censée intervenir uniquement à l'extérieur. C'est pas la marque des démocraties, contrairement à l'URSS qui avait le même KGB à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pas censé être la marque des démocraties d'avoir un service pour l'extérieur, un service pour l'intérieur, pour éviter que ça déconne trop. Et là, vous avez la CIA qui vous sort, on va employer des propaganda assets sur le sol américain, et ça choque personne. Ça veut dire qu'ils en ont des propaganda assets, et ça sera exactement confirmé par l'opération Mockingbird et ce terme Mighty Wolitzer. Glenn Greenwald, donc c'est lui qui a révélé l'affaire Snowden. Imaginez être un de ces milliers d'Américains à qui on a dit qu'il y avait un risque vital, qui ont mis leur vie en danger pour détruire Al-Qaïda et qui sont morts, pour qu'ensuite vous voyez le général Petraeus discuter avec un ancien membre d'Al-Qaïda et lui demander comment il va. Ça s'est passé il y a une semaine. Il y a une semaine, vous avez l'ancien patron de la CIA, David Petraeus, qui rencontre monsieur Al-Shara. Voici son ancien photomaton. Entre-temps, il a mis du conditionneur dans sa barbe et il s'est fait couper un joli costard bleu. Mais je veux dire, les gens dont il est responsable de la décapitation, leur tête s'est pas recollée par miracle. Hein. Faut être très très clair. Donc, pourquoi il y avait une prime de 10 millions de dollars pour sa capture, et du jour au lendemain, c'est devenu un homme d'État tout à fait sympa, libre et éclairé, alors que c'était un terroriste. Glenn Greenwald dit ça, voilà. Et en effet, au passage, dire qu'il y avait des liens entre la CIA et les terroristes en Syrie, c'était aussi considéré comme complotiste. N'empêche que vous avez David Petraeus qui est venu serrer la main d'un ancien terroriste d'Al-Qaïda, alors qu'on était censé intervenir dans tout un tas de pays, au contraire, pour décapiter Al-Qaïda. Bon. Là aussi, il faut suivre. Bien sûr, les armes de destruction massive en Irak, merveilleux. On oublie ce qu'a dit Powell. Powell a dit « Chaque déclaration que je fais aujourd'hui est défendue par des sources solides. Ce ne sont pas des affirmations. Nous vous donnons des faits et des conclusions basées sur du renseignement solide. » À l'époque, si vous disiez que Powell avait menti aux Nations Unies, vous étiez... Merci. Et pourtant, vous aviez raison. Donc, c'est du terrorisme intellectuel. Et ce terrorisme intellectuel sert à déclencher des guerres, sert à asservir les peuples, sert à détruire des pays. D'ailleurs, à l'époque, la presse était quand même beaucoup plus circonspecte. Télérama, par exemple, en 2011, Télérama disait « Médias américains, 1 an de désinformation massive ». Vous ne verrez plus jamais ce genre de titre dans la presse française. En tout cas, mainstream. 1 an de désinformation massive. Voilà, le mot désinformation pouvait être appliqué à des grands médias, en disant oui, il faut reconnaître, des grands médias ont désinformé. Et Reporters sans frontières, dont pourtant les liens avec la CIA sont connus, écrivait, avait le courage d'écrire, là c'était en 2010, Guerre en Irak, la plus grande hécatombe pour la presse de 2003 à 2010. Et il ne parlait pas seulement d'hécatombe physique, mais aussi d'hécatombe intellectuelle. Chaque guerre dans les 50 dernières années a été le résultat d'un mensonge. Oula, Julian Assange, il nous sous-estime. Chaque guerre dans les 150 dernières années a été le résultat d'un mensonge. Oui, plutôt. Les populations n'aiment pas la guerre, encore heureux. Il faut qu'on leur mente pour qu'elles aiment ça. Ça signifie aussi qu'en leur disant la vérité, on peut construire la paix. C'est tout à fait exact. Et c'est pour ça que la vérité est précieuse. Tout le monde sait qu'en situation de guerre, la vérité est précieuse. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Et donc, croire que la vérité comme ça se trouve en première page de journaux gratuits, du genre 20 minutes ou que sais-je, c'est de la blague. C'est de la blague. La vérité aujourd'hui, il faut payer pour la voir. Il faut payer de son attention, de son temps, ou acheter un journal sérieux, ou aller voir des journalistes citoyens sérieux, comme Amélie Ismaili qui va intervenir d'ailleurs cet après-midi, et qui est donc une journaliste citoyenne d'élite. C'est ce genre de personne qu'il faut payer, financer de son attention et de son temps et éventuellement de son argent pour avoir la vérité. La vérité n'est pas gratuite. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Après tout, vous vous rappelez, ou on a oublié, ou on n'enseigne pas assez que les opérations sous faux drapeau, ça existe. J'aime beaucoup la ville de Prague. La ville de Prague a été dirigée par Reinhard Heydrich, que Hitler appelait l'homme au cœur de fer. Le boucher de Prague, un vrai taré. Et Reinhard Heydrich, il a lancé l'opération qui va s'appeler plus tard Conserve. La Première Guerre mondiale a commencé avec une opération sous faux drapeau. Les Allemands ont mené des opérations en uniforme polonais
Et ils ont mis des prisonniers morts dans les camps de concentration qu'ils avaient tués. C'est pas qu'ils étaient morts d'épuisement. Il y avait déjà des camps de travail, bien sûr. C'était pas encore des camps d'extermination au début de la guerre, mais il y avait des camps de travail. Eh bien, Reinhard Heydrich et Himmler, d'ailleurs l'opération s'appelait l'opération Himmler techniquement, mais je vais vous expliquer, et c'est glauque, pourquoi ils l'ont appelée opération Conserve. Ils l'ont appelée opération Conserve parce que les prisonniers qu'ils ont tués, donc ils tuent des prisonniers des camps, avec une injection létale, ils leur mettent des uniformes polonais, et ils les laissent sur le théâtre d'opération en disant « Regardez, les Polonais nous ont attaqués ». Donc ils leur tirent des balles dedans, et ils disent « Regardez, les prisonniers morts qu'ils ont gardés dans des chambres froides, ils les ont appelés des conserves ». Donc, ils avaient appelé cette opération l'opération Conserve avec un K. Eh bien, l'opération Conserve, elle devrait être enseignée dans toutes les écoles en France. On devrait savoir que les attentats sous faux drapeau, ça existe, qu'on déclenche des guerres avec des attentats sous faux drapeau. Mais à l'époque, si vous étiez dans l'Allemagne nazie et vous aviez le malheur de dire « Mais non, c'est un attentat sous faux drapeau. C'est un mensonge. Les Polonais n'ont pas attaqué l'Allemagne. Les Polonais n'ont en aucun cas attaqué l'Allemagne. » Eh bien, vous auriez été traité, si la CIA avait eu le temps de passer par là, elle n'existait pas encore, de complotiste. À l'époque, on ne vous traitait pas de complotiste, on vous traitait d'ennemi du peuple et on vous psychiatrisait. On va revoir ça aussi en URSS. Mais en tout cas, il y avait du bon d'être complotiste dans l'Allemagne nazie. Hein. On va y revenir là-dessus. Hein. C'était même la meilleure posture à adopter d'être complotiste. Parce que l'idée qu'un taré psychopathe comme Reinhard Heydrich puisse éventuellement aller choper des prisonniers dans les camps, les buter, les traiter comme des conserves, je cite même dans les documents, et ensuite les étaler avec des uniformes polonais pour dire que les Polonais avaient attaqué l'Allemagne, seul un complotiste aurait pu penser un truc pareil. Et il aurait eu raison. Pareil pour l'incendie, bien sûr, du Reichstag. Hein. Alors ici, vous voyez McNamara qui vous parle de l'incident du golfe du Tonkin. McNamara, donc un secrétaire à la défense de Kennedy, et ensuite de Johnson. Et là, bien sûr, il vous dit, oui, il y a eu un incident au Tonkin, il faut aller au Vietnam. Bon, en 2003, voilà, il va vous dire, en fait, non. En fait, le golfe du Tonkin, c'était... Donc là, on savait, hein, on n'a pas attendu 2003, et cet excellent film, par ailleurs, Fog of War, pour confirmer que le golfe du Tonkin, c'était pipeau, c'était un faux drapeau. Mais là, c'est complètement admis. Je te dis, il n'y a vraiment pas de problème. McNamara dit, oui, il fallait bien qu'on rentre en guerre. Hein. En plus, pour ce qu'elle a servi, cette guerre au Vietnam. Donc, on a fait un attentat sous faux drapeau. Et là, pareil, quiconque aurait eu le malheur de vous dire que le Tonkin, c'était du faux drapeau, aurait été traité de complotiste, mais il aurait eu raison. Et voici donc l'opération Popeye dont je vous parlais. Voici les asperceurs dont les photographies ont été déclassifiées par la CIA, qui balançaient des produits toxiques dans le ciel tout le long de la piste Ho Chi Minh pendant la guerre du Vietnam, pour notamment faire pleuvoir, et qui ont intoxiqué littéralement des millions de gens. Alors dans la désinformation massive, là ça a été magique, on a eu Snake Island. Vous vous rappelez de Snake Island ? Donc au début de la guerre en Ukraine, vous avez une île, l'île aux serpents, dont la garnison refuse de se rendre parce que la garde meurt mais ne se rend pas, et va dire à un bateau russe « Go fuck yourself ». Donc vous avez même un bouquin qui en parle sur Amazon. C'est complètement faux. C'est jamais arrivé. La presse l'a repris dans tous les sens, ne s'est jamais excusée. Vous ne verrez jamais un type sur LCI ou BFM ou le Daily Mail ou le Télégraphe vous dire « Pardon, on a dit n'importe quoi, on n'a pas fait du journalisme, on n'a pas vérifié l'information, on a propagé cette débilité sans nom qui n'a jamais eu lieu, on a désinformé notre public, c'est un crime. Je rappelle qu'à Nuremberg, des journalistes ont été pendus pour avoir endormi le public sur les crimes nazis et sur ce qui allait arriver. Donc endormir le public, c'est un crime en démocratie. Eh ben, pas de problème. Bon, vous avez eu Snake Island, mais il y a eu aussi le fantôme de Kiev. Ah, vous avez pareil, ça vous dit quelque chose, le fantôme de Kiev ? Donc, attendez, là pareil, je vais mettre mon chapeau de complotiste. Alors, il y a un type en Sukhoi qui sort de nulle part, qui abat 4 ou 5 avions. Pour être un as, il faut 5 kills confirmés. Donc le mec, c'est un as en une journée déjà. Ok, très bien. Et il disparaît sous une cascade comme de Justin. Attendez, un avion, il n'y a pas une logistique, il n'y a pas de la communication radio, un aéroport, ça se voit, le Sukhoi qui pilote, il n'est pas atterrissage et décollage vertical, donc je comprends pas. Là, faut un peu d'ironie socratique, faut être un peu Colombo, je comprends pas. Le problème, c'est que le type qui fait ça, on le traite de complotiste pour pas qu'il recommence, pour détruire sa vie sociale, pour l'isoler, pour le marginaliser, pour le biodégrader, comme disait la Stasi pendant la guerre froide, la biodégradation, Sersetsung, c'était une méthode pour dégrader les opposants politiques. Et aujourd'hui, c'est ça que font ces gens-là. Ils essaient de faire de la biodégradation. Ils essaient de vous isoler, de vous psychiatriser, de vous attaquer.
Mais bon, vous avez raison de vous dire que non, ça tient pas l'histoire du Ghost of Kiev. Et il a été confirmé que c'était faux. Le Washington Post vous dit le Ghost of Kiev n'a jamais existé. Ah oui, mais il vous dit ça fin 2022, quoi. Enfin, pas mi-2022. Voilà. Bon, entre février et mai. Et encore, c'est le Washington Post. Ils sont pas complètement nuls, quoi. Des fois, ils font du bon journalisme. Ils ont un peu revu leur carte de presse. Mais voilà, bon, ils attendent 6 mois avant de vous dire, 5 mois avant de vous dire, en fait, c'était pipeau. Mais les autres journalistes se sont pas du tout excusés. Ceux de BFM, de LCI qui vous ont parlé du Ghost of Kiev, vous les avez vus s'excuser, vous dire pardon, on vous a transmis une désinformation crasse. Bien sûr que non. Ah oui, celle-là, elle est magnifique. Un retraité abat un Sukhoi 34 au fusil à pompe. Non mais voilà. Non mais vous avez des gens qui croient ça. Hein. Parce que ça, c'est vraiment, c'est l'expérience de conformité de H. Ça, c'est l'expérience de conformité de H. D'accord ? Vous avez Monsieur Connard à la machine à café qui va vous dire « Mais c'est dans la presse !» D'accord ? C'est dans le Daily Mail. Donc c'est vrai. Non, en fait, vous êtes souverain dans votre pensée. La raison pour laquelle la France n'est plus souveraine, c'est qu'il n'y a pas assez de Français qui sont souverains dans leur tête. Ça commence là, hein ? Et c'est justement tout le but de cette conférence que de développer un mode d'emploi de la souveraineté intellectuelle. Alors, Seymour Hersh, il a été traité de complotiste. C'est pour ça que je vous dis, soyez fiers d'être complotiste. Seymour Hersh, le plus grand journaliste d'investigation de tous les temps. Le type qui a révélé le massacre de My Lai. À l'époque, on l'aurait appelé complotiste aussi. Le problème, c'est que là, il n'y avait pas encore suffisamment de Mighty Wurlitzer pour orienter le sens de la presse dans la direction qui allait accabler Seymour Hersh. Par contre, le cas Seymour Hersh est intéressant parce que lentement dans sa vie, sa capacité à être reconnu s'est complètement érodée. Du temps du massacre de My Lai, il arrive à faire percer son scoop qui est réel. Des crimes de guerre ont été commis au Vietnam. Mais ensuite, il va parler d'Abu Ghraib, il va sortir ce livre, cet excellent livre Chain of Command, qui est un jeu de mots sur la chaîne de commandement, mais dans le sens la chaîne aussi de l'esclave. Et dans Chain of Command, il va parler donc des horreurs d'Abu Ghraib, de la prison d'Abu Ghraib en Irak. Et ça va avoir déjà beaucoup moins d'écho, alors que c'est tout aussi grave. Et ensuite, quand il doit expliquer que, bien sûr, il a les preuves de ce que ce ne sont pas les Russes qui ont fait péter le Nord Stream et que c'est très certainement la CIA selon lui, eh bien, il doit publier ça sur Substack. Et là, quasiment aucun journal n'en parle. Quelques-uns en ont parlé quand même, il faut être quand même honnête. Mais on l'a appelé complotiste. Alors, je pourrais aussi vous parler rapidement des effets des hormones sur la résistance à la pression des pairs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes ces études-là démontrent qu'en fait, les stéroïdes, testostérone, mais vous avez aussi des stéroïdes chez la femme, bien sûr, et c'est pas non plus une question d'orientation sexuelle. Vous avez des homosexuels masculins qui ont un très fort taux de testostérone. Quoi qu'il en soit, les stéroïdes ont tendance à réduire la conformité au groupe. La capacité à résister à la pression des pairs est corrélée à un certain niveau de stéroïdes. Donc ça vous donne un peu le cliché du mâle alpha, du bûcheron, Charlie Ingalls là dans la petite maison dans la prairie, qui coupe du bois et qui ne boit pas la bullshit qu'on lui sert. Bah c'est confirmé neuroscientifiquement en effet. C'est aussi pour ça que vous avez une certaine guerre à l'autosuffisance, une certaine guerre à l'image du pater familias capable d'autosuffisance, etc. C'est quelque chose qui est corrélé parce que si vous voulez vraiment faire en sorte qu'un maximum de membres de la population soit dans la conformité, vous devez lutter contre cette image-là, contre cette image de l'autosuffisance, etc. Parce que la souveraineté collective commence par la souveraineté individuelle. En Russie, donc, vous aviez la psychiatrisation des dissidents. Le grand mathématicien, je crois que c'était Leonid Pliouch, a été, alors lui, c'était très simple, hein, vous disiez que c'était pas bien d'envahir Prague. Ah bah, alors il n'y avait pas complotiste encore en Union soviétique, mais vous aviez déjà bourgeois, etc. Mais ça marchait plus déjà. Bourgeois, c'était usé. Vous savez, faut changer ces termes. C'est pour ça qu'on les change régulièrement, même dans les médias. Vous allez avoir anti-vax, climato-sceptique. Enfin, c'est important d'avoir multi-étiquettes. Si vous collectionnez tous les Pokémon, c'est encore mieux. Mais fondamentalement, vous avez comme ça complotiste, anti-vax, machin, truc. Eh ben, en URSS, c'était pareil, c'était bourgeois, ennemi du peuple, mais ensuite, il fallait dire que vous étiez fou. Donc, Pliouch, les services de l'URSS lui ont mis du halopéridol à forte dose, qui est utilisé dans le traitement de la schizophrénie, mais si on vous en donne à forte dose, vous allez complètement vriller. Il a été interné de force à Dnipropetrovsk, en Ukraine aujourd'hui, et défoncé au halopéridol jusqu'à ce qu'il ait plus du tout envie de dire que finalement, envahir Prague, c'était une mauvaise idée, quoi. Quelqu'un d'autre que je connais bien,
a vécu un sort un peu plus clément parce qu'il a tout de suite arrêté d'être dissident. C'est le mathématicien Yakov Eliashberg. Je le connais bien parce que quand j'ai été invité comme chercheur invité à Stanford, c'est lui qui a signé mon invitation. Et je savais pas du tout à l'époque, c'était quelqu'un de très discret, ce qu'il avait vécu. C'est en me renseignant sur lui par la suite que j'ai appris qu'il avait été exilé intérieur en URSS, interdit de faire des maths. Voilà, interdit de faire des maths parce que les maths c'est subversif. Donc on lui a interdit de faire des maths pendant plus de 10 ans. Et au final, dès que l'URSS a commencé à s'effondrer, il s'est barré. Mais rapidement, il avait compris qu'il fallait mieux éviter de critiquer le gouvernement en place. Alors concluons. Maintenant, on va voir tous les cas récents. Parce que ça s'est emballé, vous comprenez, la commission Warren, etc. Il a fallu attendre 60 ans avant que la vérité paraisse réellement. Alors qu'aujourd'hui, tout va plus vite. Aujourd'hui, vous êtes complotiste 6 mois précédents et ensuite, c'est bon. C'est ça y est, vous aviez raison, quoi. Alors, aucune excuse, évidemment, parce que les terroristes intellectuels ne peuvent pas admettre qu'ils sont des terroristes intellectuels, ça va de soi. Les esclavagistes admettaient qu'ils étaient esclavagistes. Mais les terroristes intellectuels, eux, ont compris que c'est encore mieux de même pas admettre qu'on est un esclavagiste intellectuel. Mais donc, du coup, la seule façon de le démontrer, c'est d'avoir ce genre de compendium, d'avoir le CV, si vous voulez, de ces gens-là. Donc, comme je vous disais, le philosophe français Alexis Haupt a inventé un terme, complosophisme, pour critiquer, pour décrire l'usage du mot complotiste. En gros, attendez, vous dites que le Ghost of Kiev n'existe pas, complotiste, ça c'est du complosophisme. Vous dites, alors avant du temps de Reinhard Heydrich, que l'opération Conserve a eu lieu, que c'était un faux drapeau, complotiste, ça c'est du complosophisme. Vous dites que le golfe du Tonkin est un faux drapeau, complotiste, c'est du complosophisme. Donc le complosophisme ou la complot-foutaise, sophisme ça veut dire foutaise, c'est le fait de coller l'étiquette complotiste sur quiconque remet en question le discours officiel pour ne pas avoir à débattre de ses arguments. C'est exactement ça. Et le complosophisme aujourd'hui est complètement démasqué. Parce que nous vivons à une époque d'Internet, nous vivons à une époque où les gens communiquent. Et de la même façon qu'Harriet Tubman avait créé le Underground Railway Network pour libérer les esclaves, aujourd'hui les journalistes citoyens ont créé un underground system de journalisme citoyen pour libérer le public de l'esclavage intellectuel et du terrorisme intellectuel. Donc vous avez Jeffrey Sachs, conseiller de Donald Trump, ok. Jeffrey Sachs qui vous dit oui, la CIA a armé des djihadistes en Syrie. C'était complotiste. Il le déclare, c'est un prof à l'université de Columbia, la presse l'a confirmé. On en revient à notre ami Al-Jolani. Et puis vous avez tout simplement le monde diplomatique qui le dit et qui sort un bouquin, La guerre de l'ombre en Syrie, CIA, pétrodollars et djihad. Donc en 2003, on vous dit que pour lutter contre le terrorisme, il faut déboîter l'Irak, faire 1 million de morts, 3 millions de déplacés. Et ensuite, finalement, ça va. Là aussi, il faut suivre. Hein. Ça change vite. Voilà, on a des changements de polarité. Bon. Comme je vous ai dit, l'objet de cette conférence est de vous donner une culture générale, que chacun ait un morceau de culture de cette conférence, parce que la culture, la meilleure école du commandement, c'est la culture, la meilleure école de la souveraineté, c'est la culture. C'est bien pour ça d'ailleurs que toutes les conférences de l'UPR sont louées pour la culture générale qu'elle développe. C'est pas seulement parce que la culture générale c'est viral, ça se propage, c'est parce que la meilleure école de la souveraineté, c'est la culture. Donc dans cette conférence, j'ai voulu vous donner une culture sur le sujet. Par exemple, si vous disiez que les événements du 6 janvier ont eu donc la prise du Capitole aux États-Unis, ont impliqué des agents provocateurs du FBI, vous étiez... vous auriez eu raison, c'est complètement confirmé aujourd'hui. La presse américaine a confirmé que des agents provocateurs du FBI étaient présents et vous avez même certains indicateurs aujourd'hui qui parlent de centaines, plus de 200 agents provocateurs présents directement sur site ou à proximité du site. Le FBI utilise beaucoup d'agents provocateurs. Il y avait eu un cas gravissime dans une mosquée à Los Angeles, où vous aviez eu en fait le FBI qui avait planté un extrémiste inventé. Enfin, c'était un agent qu'ils avaient mis en extrémiste. Il lui avait mis une longue barbe et tout. Et le type parlait de faire péter des tours. Et c'est les gens de la mosquée qui l'ont balancé au FBI. Voilà. Donc le gars, c'était un agent du FBI. Et les gens de la mosquée ont dit, il y a un mec, il est bizarre. Faut que vous veniez voir un peu, quoi. Donc ça s'appelle un agent provocateur. Il y en a plein dans tous les systèmes. Et le FBI, il y en a énormément. Hoover adorait ça. Hein. Hoover adorait vraiment ça, notamment pour les syndicats, etc. Et donc, il est confirmé aujourd'hui qu'il y avait des agents provocateurs, alors qu'à l'époque, le Courrier international vous disait des journalistes quittent Fox News parce qu'ils ont jugé odieux un documentaire de Tucker Carlson qui parle des agents provocateurs du FBI. Bon.
C'était complotiste, mais c'était vrai. C'était donc du complosophisme. Alors là, pareil, Vladimir Poutine. Alors, 2 titres. Le Télégraphe. Il est désespéré par sa défaite, mais il est proche de la victoire. Voilà, et l'Europe doit être terrifiée. Bon, il y a un des 2 titres qui est faux, on est d'accord. Hein. Bon, voilà, mais ça serait complotiste de dire ça, j'imagine. Navalny, un rapport du renseignement américain vous dit que c'est pas Poutine qui a fait tuer Navalny. Mince, il avait aucune raison de le faire, cela dit, mais ok. Bon, alors après vous avoir dit pendant 3 mois, vous avez des renseignements US qui vous disent non, en fait. Bon, très bien. Est-ce que l'économie russe résiste bien aux sanctions? Hein? On entend ça tout le temps, mais c'est une théorie du complot. De toute façon, si c'est Julien Pain qui le dit... Bon, la Russie a fait du 4,5 de croissance pendant toute la guerre en Ukraine. Hein. Ça, c'est les vrais chiffres, je suis désolé. Bon. Alors, il y a un autre membre du gouvernement, enfin, pardon, il n'est pas membre du gouvernement, mais quasiment, qui disait on peut douter de tout sauf des chiffres. L'économie russe, à l'heure où je vous parle, est en cessation de paiement. Vous avez entendu parler de la cessation de paiement de l'économie russe? Moi, pas. Je dois être complotiste. Allez, ça, c'est pour moi. Hein. 2019, les variants n'existent pas, ce qui avait été dit par Véran et Lacombe. 2020, l'immunité acquise n'existe pas. 2021, le vaccin vous protège de tous les variants, qui n'existaient pas. 2022, le booster vous protégera de tous les variants. Ok. 2025, un nouveau variant capable d'échapper à l'immunité acquise ou vaccinale a été détecté. Voilà, vous étiez complotiste si vous disiez ce genre de choses. L'ivermectine à la FDA, c'était un remède pour cheval, c'est ce que la FDA a dit, autorité gouvernementale américaine. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de prix Nobel de médecine vétérinaire. Alors pourquoi elle a gagné le prix Nobel de médecine, l'ivermectine? Je comprends pas. Oh tiens, un article de 2017 qui vous dit cette drogue, ce médicament énigmatique qu'est l'ivermectine et qui a tant d'applications. Ah bah là, la FDA vous aurait pas dit c'est un médicament vétérinaire. Alors bien sûr, 17 000 décès imputés à l'hydroxychloroquine, hein, le fameux texte de Mediapart qui vous blanchit cette fausse information. C'est du blanchiment de fausse information, il faut être clair. La source est fausse, n'importe qui sait lire un article scientifique sait que c'est faux, et Mediapart, ils l'ont pas effacé, hein. Ils se sont pas excusés non plus. Aujourd'hui, Didier Raoult est poursuivi en justice. Pas pour ça, pour un truc beaucoup plus grave, viol du secret médical. Des gens sont allés pénétrer dans les dossiers médicaux de l'IHU. Ce qui est illégal et immoral, accessoirement. Et bien sûr, cette étude est rétractée. Bon, si vous disiez à l'époque au Mediapart, vous sortez ça, que c'était faux, là aussi, vous étiez taxé de complotisme. D'ailleurs, l'inénarrable Rudi Reichstadt nous dira c'est faux, le SARS-CoV-2 n'est pas sorti du laboratoire de Wuhan. Enfin, pas de bol, c'est la position officielle de la CIA depuis 2 ans. Bon, 1 an, pardon. 1 an. Bon, là, c'est le renseignement américain qui a dit c'est clairement la piste privilégiée aujourd'hui. Bon, pas de problème. À l'époque, Conspiracy Theory, bien sûr, NPR vous disait 40% des gens pensent à cette Conspiracy Theory sans aucune base. Alors là, vous attendez, il y a un laboratoire de haute sécurité biomédicale à Wuhan et l'épidémie vient de là. On peut poser la question. Non, vous êtes complotiste. Bon, maintenant, en réalité, vous voyez bien que si on met le panneau complotiste, c'est pour créer un sens interdit. Moi, j'ai été formé au journalisme citoyen par une journaliste en particulier. Et j'étais frappé à chaque fois qu'un hélicoptère passait dans le ciel, elle se demandait tiens, c'est pourquoi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ou quoi. Enfin, elle essayait de se dire est-ce qu'il n'y a pas un scoop. Elle avait vraiment l'esprit scoop. C'est pour ça que c'était une bonne journaliste. Le moindre truc, elle essayait de chercher. Elle se posait pas, elle créait pas trop d'hypothèses. Elle se disait mais au fait, il se passe quoi? Bon. Donc elle, quand elle voyait une route barrée ou un truc, immédiatement, elle se posait la question, elle essayait de faire un peu de l'urbex, d'aller dans la zone qui est interdite. C'est ça qu'il faut faire quand on est journaliste citoyen. Quand vous voyez un sens interdit de la pensée, non, alors ça c'est un sens interdit de la pensée, il est payé pour ça, avec votre argent. Hein. Donc il est payé pour vous créer un code de la pensée. Rien n'a été voté, il n'y a pas eu de texte de loi, mais on a créé un code de la pensée. D'accord? Il va dans les écoles, ce mec, ça va dans les écoles. Ça va dans les écoles pour vous dire il faut penser comme ça. Et voilà le code de la route intellectuelle qu'on vous impose. Parce que c'est ça. Cette source-là est crédible, cette source-là ne l'est pas. Donc c'est un code de la route intellectuelle. Et bien quand on est journaliste et qu'on voit un panneau sens interdit, il faut y aller en fait. D'accord? Parce que c'est là qu'il y a les scoops. Donc quand on vous dit qui croit à la théorie du complot du laboratoire, il faut y aller en fait. Il faut regarder. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai. Attention, c'est pas parce que des gens comme ça, c'est pas parce que des terroristes intellectuels vous disent que quelque chose est complotiste que c'est forcément vrai. C'est pas aussi simple, évidemment. Mais en tout cas, ça crée déjà un indice. Vous dites il y a quelque chose qui doit être étudié là-bas.
Alors Julien Pain, magnifique, beaucoup d'inquiétudes autour du pass sanitaire, certaines complètement légitimes, encore heureux. D'autres non, par exemple non, le pass sanitaire ne sera pas un passeport vaccinal. Aucune excuse de sa part, ce type se gave avec de l'argent public pour débiter des conneries pareilles et étiqueter les gens complotistes quand ils doutent de sa parole. Pareil ici, hein. Comme c'est une question qu'on m'a encore posée hier soir, je me dis que ça vaut le coup, je repose ce thread. Oui, le vaccin vous protège vous, mais oui aussi il protège les autres car il réduit le risque de transmission. Ce monsieur n'est pas biologiste. Il se trouve que moi, je suis biologiste. Et moi, j'ai fait de la virologie, en fait. Donc, il dit de la merde. Et si vous lisez un article, vous voyez très bien que ni Pfizer, ni AstraZeneca n'avaient testé leur vaccin contre la transmission. Évidemment. Mais c'était complotiste de penser le contraire. Fauci, hein, donc là, on vous présente que, ah bah non, mais la grâce de Trump, c'est pour éviter une vendetta trumpiste, hein. Ouais, sauf qu'à l'époque, Karine Jean-Pierre vous disait à la Maison-Blanche, il n'y aura pas de grâce pour Fauci et pour Biden. Elle vous regardait droit dans les yeux comme ça, avec son média training impeccable. No, there won't be any pardon. Et elle vous le disait, mais en vous regardant droit dans les yeux, vraiment, c'est exactement comme Tonton dans le débat de 88. Dans les yeux, je le réfute. Voilà, bon, vous voyez derrière, voilà, Chirac qui se dit, même lui qui se dit, mais quand même, je sais mentir un peu, quoi. Non, mais là, j'ai trouvé mon maître. C'est pas possible. Voilà. Bon, et ben voilà, c'est pareil. Alors, la sénilité de Biden, bien sûr, si vous en doutiez, c'était complotiste. Hein, sauf qu'il y a un bouquin, donc ça, c'est un journaliste qui a fait un bouquin. Il a passé plusieurs années à vous dire que la sénilité de Biden, c'était une théorie du complot. Puis il a écrit un bouquin en disant la sénilité de Biden était un scandale d'État. Aucune honte, les mecs, aucune honte. Snopes, vous savez, il y avait le journal intime de la fille de Biden où elle déclarait qu'elle avait pris des douches avec lui et elle écrivait, elle était inappropriée cette douche. On vous a dit que c'était une théorie du complot. Snopes avait écrit c'est faux. Bah, Snopes, là, c'est un article c'est un site de fact-checking. Vous a dit en fait, on a vérifié, c'est vrai. Donc ils ont commencé par dire c'est faux parce que voilà, faut quand même bloquer la circulation intellectuelle tout de suite. Mais après, ils sont allés voir, ah merde, c'était vrai en fait. Pas de bol. Vous en aviez entendu parler de ça ? Si vous en parlez autour de vous, on vous traite de complotiste sur ça ou pas ? C'est factuel pourtant, c'est factuel. Je suis désolé, hein, c'est bon. Et la sénilité, bien sûr. Ben oui. Voilà. Allez, il faut que je conclue. Voilà, ça nécessiterait une conférence en soi, on est d'accord. Ça a été appelé complotiste, donc bon. Le laptop from hell, l'ordinateur portable de Hunter Biden, c'était considéré comme complotiste. Ça avait de fortes chances d'être vrai. Oh, surprise, c'était vrai. Et c'était des agents de renseignement américains qui avaient dit que c'était une désinformation russe. D'accord ? Et ça, c'est une interférence électorale. Hein. Interdire à cette affaire de sortir pendant les élections, c'est une interférence électorale, accessoirement. La pédophilie, des réseaux pédophiles qui utilisent le terme cheese pizza pour trafiquer des petits garçons, c'était complotiste quand c'était RT qui le disait. Et puis ensuite, 10 ans plus tard, vous avez la presse mainstream qui le dit aussi, parce qu'en fait, les vrais experts en pédocriminalité le savaient. Et puis bon, imaginez qu'il y ait des réseaux de consommation de jeunes garçons et jeunes filles pour faire chanter des politiciens. Voilà, c'est complotiste. Merci, vous suivez. Allez, je vais faire un petit compendium pour terminer. Je vous mets la musique de Benny Hill. C'est parti. Sénilité de Biden, effet mortel des vaccins, nazisme bandériste en Ukraine, attentat du Nord Stream, origine du virus, affaire Epstein, affaire Puff Daddy, affaire du portable de Hunter Biden, pardon préventif de Fauci, victoire russe en Ukraine, non, Bruno Le Maire ne va pas mettre l'économie russe à genoux, les djihadistes d'Al-Qaïda ont été soutenus par l'Occident, le Ghost of Kiev c'était bidon, Snake Island aussi, la chloroquine n'a pas tué ni 110, j'ai oublié de vous parler bien sûr du Lancet, 110 000 personnes, après quand même ils ont revu leurs ambitions à la baisse, 17 000, non ça c'était faux, aucune preuve scientifique n'a confirmé l'utilité des masques et des confinements, oui le FBI a participé au 6 janvier, oui de Nestlé à McKinsey en passant par MSC, Benalla, Uber, la Macronique roule sous les affaires littéralement 10 000 fois plus graves que celles de Fillon, non Poutine n'a pas ordonné la mort de Navalny, non il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, non les Russes ne volent pas des puces de machines à laver, non les Russes n'ont pas récupéré le monument du T-70 de Melitopol, j'ai oublié de vous en parler de celui-là, non les Russes n'utilisent pas de vagues humaines en Ukraine, non l'ivermectine n'est pas un vermifuge pour chevaux, non Donald Trump n'est pas juste tombé de la scène à Butler, c'est ce qu'avait titré CNN, non il n'a pas juste été touché par un éclat de prompteur, c'est ce qu'a titré Newsweek, oui Kennedy a été assassiné par Allen Dulles, aujourd'hui on le sait, en 2025 si vous n'êtes pas complotiste, vous n'êtes pas journaliste, soyez fiers d'être complotiste.
Et je vais conclure par ces deux bulles très courtes. Le dernier argument, ultima ratio, vous savez, le dernier argument sur des déconspis compulsifs qui sont, vous l'avez vu, des terroristes intellectuels et des ennemis littéraux de la démocratie, eh bien, c'est que en fait, tout complotiste est un antisémite qui s'ignore. Alors là, faut vraiment avoir pas étudié l'histoire. Parce qu'en fait, ça, c'est le bouquin d'Andrew Grove, le fondateur de Intel, qui est descendant de familles qui ont été pogromées en Lituanie. Et il vous titre « Seuls les paranos survivent ». Parce qu'en fait, la totalité de la survie des Juifs en Europe, elle a tenu à la paranoïa. C'est genre, vous savez, des gens, ils veulent nous buter, en fait. Bon. Et désarmer cette paranoïa, c'est pas forcément intelligent. Donc vous avez des gens qui sont peut-être sincères, ou qui sont peut-être complètement cons, on verra. Bon. On verra ou pas, d'ailleurs. Mais qui sont peut-être sincères, qui se disent oui, en fait, on fait notre part. Non, vous n'avez rien compris. En fait, dans l'Allemagne nazie, il fallait être complotiste. Je vais vous laisser cet excellent fil de Victor Sinclair au bon tweet français. Petite fable complotiste, 1933. Tiens, il y a un mec bizarre qui vient d'arriver au pouvoir en Allemagne. Apparemment, il a incendié le Parlement. Complotiste. Tiens, le mec bizarre, il a fait une nuit des longs couteaux et maintenant on doit l'appeler Führer. Complotiste. Tiens, le mec en Allemagne, il a mis en place les lois de Nuremberg, ça a l'air un peu antisémite, tout ça, complotiste. Tiens, l'Allemand, il vient de réarmer la Rhénanie, ça pue la merde, complotiste. Tiens, le mec chelou allemand, il vient de faire l'Anschluss et dans la foulée, il a envahi les Sudètes, complotiste. Tiens, le mec bizarre, il vient d'envahir la Pologne, avec le faux drapeau dont on a parlé, l'opération Conserve, enfin l'opération Himmler, Conserve c'était informel. Et deuxième morale, donc moralité qui n'apprend rien de l'histoire est condamnée à la revivre. Et deuxième morale, les coups pourris, ça se voit venir de loin, mais c'est pas donné à tout le monde de le voir parce que vous avez des gens qui se sont bandés les yeux. Donc tous ces déconspis compulsifs, enfin, on a un petit moyen de leur pardonner. Pas complètement, mais je vous incite à cette méditation. Ce grand maître yogi, Gurudev, homme remarquable, vous dit, vous savez, quand quelqu'un vous rend énervé, quand quelqu'un vous agace, quand quelqu'un vous énerve, dites-vous que c'est qu'une poupée de chiffon. Vous savez, comme ces enseignes des kebabs, là, vous savez, ces trucs avec du vent dedans qui bougent, là. Vous savez, dites-vous que c'est ça. Dites-vous que quelqu'un qui... Bon, ça va loin, hein, les déconspis, ils détruisent des vies. Hein. Les déconspis, ils détruisent la démocratie, dévient la souveraineté. Ce sont des gens dangereux, ce sont des gens qui font un mal considérable. Mais je pense qu'ils ne sont pas du tout souverains eux-mêmes de leur tête, en fait. Ce sont des gens compulsifs, des gens malheureux, des gens parfois qui ont de réels problèmes mentaux, psychologiques. Et si vous voulez vous libérer de la haine à leur encontre pour pouvoir lutter contre leur terrorisme intellectuel de façon raisonnable, rationnelle, mais dépassionnée, ce qui est nécessaire, la haine reste une relation, eh bien dites-vous que ce ne sont que des poupées de chiffon, ce ne sont que des épouvantails. C'est ce qu'ils sont d'ailleurs, des épouvantails. Et je vous remercie.